Radioactive. 100 FM. Bienvenue dans Sinusite, mon amour, l'émission qui parle du nez en parlant de cinéma, tous les jeudis, une fois sur deux, sur Radioactive 100 FM. Nous sommes le 1er mars, c'est sûr, et c'est la 54e. Ça commence très très bien cette émission. Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de Kleenex aussi. Tout ça avec de la bonne humeur bien sûr, un peu de mauvaise foi parfois, mais toujours avec passion et humour. Ah, c'est cinéma, mon amour. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout de suite commencer par vous dire que on est très content de vous retrouver et je vais vous présenter l'équipe autour de moi qui va vous permettre de vivre l'actualité du cinéma ensemble. Alors, nous avons le plaisir tout d'abord de recevoir Julia. Bonsoir Julia. Bonsoir. Bonsoir. Tu es en forme ? Oui, À peu près comme moi. ça ira. Voilà. Oui. Anthony, c'est le grand retour d'Anthony, c'est super. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ah très bien, moi je suis pas malade T'es et bien. tout. Je peux. Ah bah, tant mieux pour toi. Ouais, j'aurais pu prendre ta place même. Ouais, c'est vrai, j'ai pas voulu. On n'aurait pas parlé de sinusite. Et ça aurait été bien dommage. Qu'est-ce que j'oublie ? Non, mais non, Maxime est devant moi. Maxime, comment vas-tu ? Bonsoir Luc, je vais très très bien. D'accord, c'est super. Contrairement à vous, j'ai l'impression, mais c'est très courageux d'être venu justement avec vos problèmes de sinus. Avec le microbe. D'accord, super. Si les autres émissions de Radioactive savent qu'on est malade, je pense qu'on va avoir des problèmes. Alors, je crois qu'on a une surprise puisque nous avons un invité au téléphone. Oui, est-ce que vous me recevez ? Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Nathalie. Ça va ? Bonsoir Anto, bonsoir Julia, bonsoir Maxime, Bonsoir bonsoir Nathalie. Luc. Comment vas-tu ? Écoute, ça va tout doucement. Tout Toujours doucement. dans mon lit avec une poche de glace sur le pied. Ah. Donc ça va. Bon. Mais Mais je suis pas malade. c'est au moins tu es préservé des microbes. Instant Exactement. confession sur Radioactive. Alors raconte-nous tout, comment tu es habillée Nathalie. Et ta convalescence. Maman. Et ta convalescence se passe bien. Oui, tout doucement. Tout doucement mais sûrement. Bon, mais t'arrives quand même à voir des films et ça c'est beau. Alors je vois pas beaucoup de films, mais beaucoup de séries télé comme la semaine dernière, parce que les films c'est compliqué. Oui. Mais du coup, grâce à Netflix, je vois de très très bonnes séries. Voilà. Ou de très mauvais films. Ou de très mauvais films, Grâce à Netflix. Voilà. On en reparlera peut-être. peut-être. Alors, dans la partie news, je la laisse bien sûr à Maxime, puisqu'elle est un petit peu chargée. Et On peut présenter notre invité. bien sûr, déjà. c'est ce que j'allais faire, mais je t'en prie, vas-y. Fais-le. Donc on a la chance ce soir de recevoir l'un des membres de l'équipe de Toulon tout court, Marc Péréillon. Bonsoir, Voilà. Comment allez-vous Marc ? très bien. Je vous remercie de m'avoir invité. Voilà. Ben voilà. Et qu'est-ce qu'on fait alors ? On parle du festival ? Allez, c'est parti, Allez, on lance un jingle. Oui, absolument. Alors, festival tout court, c'est ça ? Oui. Toulon tout court, oui. Toulon tout court, pardon. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors Toulon tout court, c'est un festival de courts-métrages étudiants organisé donc par des étudiants en DUT métiers du multimédia et de l'internet, dont je fais partie, de l'université de Toulon. Et qui a pour vocation d'offrir un petit peu un tremplin pour les productions audiovisuelles étudiantes en termes de courts-métrages, de s'ancrer un petit peu dans la vie culturelle toulonnaise et de permettre justement aux étudiants d'approcher un petit peu des professionnels au long de ce festival. Super. Tu peux nous dire la période et où est-ce que ça va se dérouler ? Alors, ça va se dérouler dans un premier temps le 15 et 16 mars à l'IUT de Toulon. Donc pour des ateliers en rapport avec le cinéma. On commencera par un atelier d'écriture scénaristique le jeudi matin, oui c'est ça, suivi l'après-midi d'un atelier jeu d'acteurs et enfin toute la journée du vendredi d'un atelier de tournage animé par des professionnels plus ou moins locaux.
Et D'accord. donc, le vendredi soir, il y aura une cérémonie au Théâtre Liberté où nous projetterons des courts-métrages d'étudiants, français ou pas, que nous avons reçus. Les sélections se sont déroulées ce matin, elles se sont assez bien passées. Je ne sais pas quels films ont été choisis encore, mais j'ai de bons espoirs parce que j'ai vu des films de très bonne qualité passer tout au long de la période d'inscription. Donc je suis très optimiste pour ce qu'on va montrer dans cette cérémonie. Et du coup, la sélection se fait comment? Donc la sélection a été faite ce matin par un de nos anciens membres du jury, donc le réalisateur Nicolas Paban qui était là l'année dernière, et donc Monsieur Karim Adouane, chef de département de l'IUT métier du multimédia et de l'internet de Toulon. Donc ils ont visionné les films ce matin et donc ils ont choisi ce qui correspondait le mieux au thème du festival, qui répondait le mieux aux règles et qui donc était de meilleure qualité. C'est super. Il y a des thèmes qui sont dégagés, parce que on sait souvent que dans les programmes, et parfois en fonction de l'actualité, il y a des thèmes qui se dégagent. On ne sait pas pourquoi des fois, mais ça arrive comme ça. Donc l'année dernière il n'y en avait pas, donc c'était ouvert à tout type de production qui pouvait parler de ce qu'elle voulait. Mais cette année, comme nous sommes au Théâtre Liberté qui est sur notre période dans une thématique d'intimité, nous avons voulu nous caler un petit peu sur cette thématique, et donc on a choisi le thème l'expression des sentiments et des émotions. Donc on a voulu un thème qui reste assez large pour permettre à tout le monde de s'exprimer. Donc les sentiments et les émotions, ça peut être la colère, l'amour, la tristesse, la vengeance. Donc on a de tout et ça va être assez varié. D'accord. Faut peut-être préciser aussi que c'est la période de la fête du court-métrage. Absolument. Ouais. Et dans ce cadre-là, il y aura 3 projections à l'IUT de Toulon. Donc entre 2h30 à 14h, donc le mercredi, le jeudi et le vendredi. Il faut que tu rappelles peut-être les dates exactement. Donc le mercredi 14, Voilà. le jeudi 15 et le vendredi 16, donc à l'IUT de Toulon, entre 12h30 et 14h. D'accord. Les ateliers sont ouverts pour les étudiants uniquement ou... C'est ouvert à tous, D'accord. donc seules les participations sont ouvertes aux étudiants. Mhm. Mais donc les ateliers sont ouverts à tous les passionnés, la cérémonie également, n'importe qui peut venir. On va mettre en place bientôt la billetterie, donc mais le festival est gratuit, on le précise. C'est très important, c'est très très important pour nous de faire un festival gratuit, étant donné que nous sommes étudiants et qu'on parle principalement à des étudiants, et on sait ce que c'est la vie étudiante, et on sait qu'on n'a pas forcément toujours quelques euros à dépenser dans un festival, donc c'est important pour nous que ce soit gratuit et que ça le reste. On en a parfois dans un McDo, mais peut-être parfois pas dans un... Oui, quelquefois Salle de cinéma. dans un McDo. Non, ça c'est super, c'est une très belle initiative. On est vraiment très content que tu sois là pour nous en parler. Est-ce que nos amis chroniqueurs en veulent rajouter quelque chose? Sans doute Maxime. Oui, moi je les suis depuis quelques temps et je trouve vraiment que leur projet de festival est vraiment excellent, et je trouve ça bien justement aussi de montrer que tout le monde peut, avec quand même peu de moyens, faire des courts-métrages, et c'est bien aussi de les faire partager au grand public, et je trouve ça vraiment louable comme démarche. Voilà. C'est très beau. Je vous remercie. J'ai Nathalie? une petite question. Vous avez reçu combien de courts-métrages? Alors l'année dernière, il y en a eu donc 37 qui ont été reçus. Cette année, donc on a eu un peu plus de 65 participants, un D'accord. petit peu plus. C'est Bien. des courts-métrages qui viennent de la France ou... Donc, Principalement de France, oui, mais on reçoit quand même des participations étrangères. On a reçu donc quelques Marocains, un Iranien, un Argentin. On est vraiment très heureux de voir en fait qu'on arrive à toucher des mondes dans ces parties-là du globe. Donc on est vraiment très content. Donc forcément, vu qu'on est basé en France et qu'on parle principalement à un public français, les courts-métrages doivent être en langue française ou sous-titrés. Mhm. Mais ils le sont, et on arrive quand même à avoir des courts-métrages de qualité étrangers. Super. Est-ce que tu peux nous rappeler la date de la cérémonie? La cérémonie donc se déroulera le vendredi 16 mars à partir de 18h30 au Théâtre Liberté à Toulon. C'est super. On Ok. fera suivre les infos peut-être sur la page Facebook aussi de Oui, l'émission. Oui, pour on les va retrouver. envoyer pas mal d'infos sur notre page Facebook dans les 2 prochaines semaines aussi. Donc sur les lots à gagner, sur les jurys présents, sur le déroulement un peu plus en détail. Ça va être assez chargé.
C'est super. En tout cas, c'est une très belle initiative. Ça tombe effectivement dans la fête du court-métrage. On aura l'occasion d'en reparler peut-être dans une autre émission, puisqu'il y aura d'autres événements, heureusement, et qui ne sont pas le même jour, qui seront On va en parler aussi merci. d'un qui va être assez sympa. C'est, je crois que c'est le Royal qui va organiser le mercredi 14 une soirée avec notamment autour de 3 courts-métrages. Ils vont inviter la programmatrice des courts-métrages de la quinzaine de réalisateurs. D'accord. Il y aura aussi, tiens, parce que on en profite, au cinéma Henri Verneuil, le samedi 17 mars, un très beau programme qui a été concocté par les services civiques, Minima et Citoyenneté, de l'association Unicité Toulon, voilà, qui ont eux-mêmes sélectionné un programme de court-métrage qui sera diffusé donc à 18h le samedi 17 mars. Voilà, on vous y attend. Bon, mais écoute, un grand merci pour cette présentation. Tu restes avec nous ? Je reste avec vous. Voilà, si tu veux intervenir sur un film, c'est avec grand plaisir. Ça tombe bien parce que je n'en ai vu aucun. Ah ben voilà. Alors tu peux intervenir quand même, parce qu'ici on peut intervenir même si on n'a rien à dire. C'est le principe de Très l'émission. bien. Maxime, tu veux nous parler quand même d'une chose aussi très importante ? Très importante, justement pour nous, pour la radio, qui est la soirée de soutien. Oui. Justement, parce que Radioactive va organiser une soirée de soutien qui se déroulera le 16 mars au Vox à la Garde, à la Valette plutôt. Donc rectification, n'allez pas au court-métrage, allez plutôt... Non, mais le 16 mars après, vous pouvez aller au court-métrage, à la cérémonie, et puis après... Absolument, on peut aller aux deux. Voilà, vous pouvez aller aux deux. Donc le Vox, pour vite situer, c'est en face de Génération Fitness, c'est à côté, pas loin de... Comment ça s'appelle Faut lever la main, Anthony. Ouais, pardon. La main en radio. Faut pas oublier de lever la main en radio. Non, je voulais peut-être, avant de donner les infos, expliquer pourquoi il y a une soirée de soutien à Radioactive. Oui. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, l'info est passée, puisqu'il y a une baisse des subventions très importante des radios locales, et notamment dans toute la région PACA, toutes les radios locales ou associatives ont une baisse drastique des subventions. Radioactive est impactée aussi, et a donc besoin d'un soutien financier, a besoin de renflouer les caisses. Il y a eu aussi des problèmes matériels, etc. Il y a un emploi aussi à Radioactive, donc pour soutenir tout ça et pour essayer de s'en sortir, parce qu'il y a beaucoup de radios qui risquent d'avoir du mal à s'en sortir, Radioactive a donc décidé d'organiser cette soirée de soutien le vendredi 16 mars à 19h au Vox. C'est ça Maxime, C'est ça, Maxime. Tout à fait. J'ai les infos sous. Alors ça va être très sympa, moi je vous le conseille, je les ai vus pas plus tard qu'il y a 15 jours. Ça sera avec le Guinguette Hot Club, qui est un groupe extraordinaire. Je ne sais plus combien ils sont sur scène. Ils doivent être presque une quinzaine. Je crois qu'ils sont au moins 13 sur scène. C'est hyper festif. C'est des reprises de tas de chansons populaires avec plein de styles populaires aussi. Il y aura 2 DJ sets aussi pendant la soirée avec des DJ de Radioactive. Donc ça va être une très très belle soirée hyper festive. Et tout le monde peut y trouver son compte. Donc, voilà, ce sera l'occasion de se retrouver, puisqu'on se parle que par micro interposé, et là vous aurez la chance de nous toucher, de nous palper même. Pas trop quand même. Pas trop non plus, mais trop, un peu quand même. Alors le tarif d'entrée c'est 10 €, il y a un tarif à 5 € pour les chômeurs et les étudiants. Voilà, ça va être une très bonne soirée et c'est pour la bonne cause, donc venez et faites venir les copains aussi, venez le plus nombreux possible. Puisqu'on a besoin de vous. Voilà. Et il y a déjà des préventes qui sont en cours. On mettra le lien directement, je pense, sur la page Facebook. Voilà, vous pouvez trouver sur la page Facebook aussi de la radio, de Radioactive. Vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM dans Cinéma Mon Amour, et on va parler donc de cinéma et d'amour bien sûr, surtout avec, tiens, tu nous as pas dit Maxime que c'était peut-être une émission qui était placée sous le comment dire, sous le signe de l'amour. Voilà, sous le signe du... Il avait peur de le dire. Il avait peur de le dire, il faut le dire, faut pas avoir peur de l'amour, hein. Absolument pas. Oui, non, mais c'est pas que je veux pas voilà, le dire. Merci. C'est alors, juste on enchaîne sur la première. Et certains films qu'on va traiter, l'amour, je suis pas sûr que ça soit le terme le plus exact. Mais ou alors c'est des amours un peu déviants. Ah, mais l'amour peut être déviant. Je pense notamment à moi, Tonia, tout à l'heure. Je pense pas que le terme amour puisse être. Enfin. Voilà. Il y a certaines amour parties. Voilà. Merci beaucoup de ces interventions. Donc, première chronique, un film d'amour. Le film d'amour, La forme de l'eau, de Guillermo del Toro. The Shape of Water. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux entre The Shape of Water ou La forme de l'eau. La forme de l'eau. La forme de l'eau, c'est pas extraordinaire, mais bon, mais Shape of Water. En même temps, ça reste, ça veut dire la même chose. Voilà. Guillermo del Toro revient. Alors, c'est très compliqué, je trouve, de parler du film parce qu'il est tellement bon
que je sais pas par où commencer en fait. Et je trouve qu'il y a énormément de choses à dire, il y a énormément de lectures. Le film donc a quand même plus d'une trentaine de nominations apparemment dans différents festivals du monde entier. Une presse quasi dithyrambique. Je fais un gros coucou aux Inrock et aux Cahiers qui ont détesté. Et ça m'a presque mis en colère quand j'ai préparé cette chronique. Ah bah non, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt bon signe. Et Quand même- les Inrock et les Cahiers détestent. oui. Et C'est même plutôt- Kaorei je vois ce que tu veux dire. n'a pas été emballé aussi. Qui ça, pardon Kaorei. Oui, mais ça m'étonne pas, pardon. Alors c'est un film, je trouve, alors on va quand même pitcher rapidement l'histoire, même si on peut pas aller très loin, mais c'est donc l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Elisa, qui est muette, et qui travaille... pas sourde. Effectivement, mais pas sourde, qui est uniquement muette. Non, c'est Et- important. Et qui travaille comme... alors aujourd'hui on dit plutôt technicienne de surface, j'allais dire femme de ménage, mais Ouais, dans dans les années 50, on peut dire dans que les c'est années une bonne 50, on va niche, dire. Enfin, excusez-moi. Elle travaille dans un laboratoire gouvernemental ultra secret. Et donc, avec sa collègue Zelda, elles font le ménage, tout simplement. Et puis, alors cette femme vit seule, elle vit au-dessus dans un tout petit appartement, au-dessus d'une vieille salle de cinéma peu fréquentée. Et un jour au boulot, elle va s'apercevoir qu'il se passe quelque chose. Il y a une expérience très secrète qui se déroule dans un laboratoire et elle va chercher à savoir ce qu'il se passe. Alors, j'imagine que si vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quoi il s'agit. Puisqu'il y a une créature qui est maintenue dans l'eau, en captivité. Et cette employée, Elisa, va se prendre d'amitié, voire plus, pour cette créature. Il y a un amour qui déborde de ce film dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je trouve absolument fascinant, c'est qu'à la fois, pour le coup, c'est vraiment un film d'amour, c'est un film sur l'amour. Il y a aussi un amour du cinéma qui transpire, c'est le cas de le dire, de manière assez incroyable. On sait que Guillermo del Toro, c'est un amoureux des monstres, hein, il nous l'avait déjà démontré plusieurs fois avec ses films, avec... que ce soit Hellboy ou même avec le labyrinthe de Pan, etc. Il le dit lui-même, hein, que les monstres lui ont sauvé la vie, parce que depuis tout petit, il vit avec eux et il les aime. Et ce qui est, je trouve, très très fort avec Guillermo del Toro, c'est qu'il a exactement compris ce que sont les monstres, c'est-à-dire que, en tout cas ces monstres-là, parce qu'évidemment il fait énormément référence aux monstres de la Universal des années 30 jusque dans les années 50, 40 plutôt, pour être très précis, et il fait évidemment référence à l'étrange créature du lac Noir, qui est sa référence principale. Il faut savoir que Guillermo del Toro devait réaliser d'ailleurs le remake de l'étrange créature du lac Noir pour Universal à la base, pour leur Dark Universe, et puis qu'il a été mis à la porte parce que... apparemment, il y avait mésentente sur le scénario. C'est quand même un gros poissard, il faut peut-être faire un petit aparté. C'est un immense poissard. Tous les projets avortés dans lesquels Guillermo del Toro devait s'investir, c'est colossal. Et alors apparemment, je ne sais pas si l'anecdote est vraie ou pas, mais c'est celle que j'ai entendue, c'est le fait que, alors, si vous avez déjà vu L'étrange créature du lac Noir, c'est un film extrêmement touchant, mais ça reste, c'était un film d'horreur de l'époque, et à la fin ça se terminait mal pour la créature, et Guillermo del Toro voulait que le film se termine bien, et notamment voulait que ça se termine par une histoire d'amour entre la créature et une femme, ce qui se passe dans La forme de l'eau. Et apparemment Universal aurait refusé, parce que pour eux ça devait rester un film d'horreur fantastique et d'action. Jack Hollywood a du mal avec l'interracial, alors t'imagines entre les créatures. Et voilà, et je pense qu'Universal doit bien se mordre les doigts maintenant, au vu des résultats de La Momie, de ne pas avoir donné les clés à Guillermo del Toro. Ah oui. Bref. Et ce que je disais, c'est que Del Toro comprend exactement les monstres et notamment le sens tragique et l'aspect tragique de ces personnages. Que ce soit la créature de Frankenstein, que ce soit la créature du lac Noir ou d'autres, ils ont tous un aspect vraiment tragique dans le sens littéraire du terme et c'est des drames profonds, vraiment. Une dramaturgie. Après l'aspect horrifique, il y a toujours une dramaturgie assez exceptionnelle et je trouve que Del Toro l'a très très bien compris. On est vraiment hyper touché et je trouve que dans La forme de l'eau, on comprend tout de suite cet amour entre les deux, entre cette femme et cet amphibien. On y croit tout de suite en fait. On entre tout de suite dans cette histoire, on l'accepte et elle est belle quoi. Elle est vraiment belle. Et en plus, il apporte une espèce d'universalité avec ce personnage muet qui est quasiment à l'essence du cinéma quoi. C'est-à-dire que simplement elle s'exprime que par
très très peu de phrases, et puis des expressions, tout passe par le jeu, par les regards, par les sentiments. Et par le corps aussi, la gestuelle du corps. Effectivement. Et c'est quand même vraiment très très beau. Et la musique aussi, est très importante dans le film, et c'est extrêmement beau. On pense aussi beaucoup, et Del Toro l'a dit, une de ses sources d'inspiration, ça a été aussi La Belle et la Bête de Cocteau, qui est un de ses films préférés, et que tu ne prends pas dans ton cœur, Luc, je le sais. Je suis la bête. Mais c'est vrai que ça s'en rapproche énormément. Ton imitation de Jean Marais est quand même consternante. Ah ouais, assez consternante, je dois l'avouer. Donc voilà. La voix, là. Pour moi, c'est un film anti-cynique, même si le cynisme est incarné dans le film par Michael Shannon, je trouve. Et ce qui est drôle, c'est que dès le début du film, on lui coupe un doigt, c'est-à-dire dès le début du film, on lui fait sentir qu'il n'est pas le bienvenu et que c'est pas lui qui l'emportera. Et voilà, il y a une vraie histoire d'amour. Moi, j'ai été totalement emporté là-dedans. Je trouve que visuellement, c'est magnifique, mais ça, de la part de Del Toro, ça m'étonne pas spécialement. Alors, certains disent oui, c'est du toc, c'est du faux, etc. Non, c'est pas. Enfin, c'est une grosse erreur. C'est stylisé, c'est pas la même chose. Voilà. Et surtout, il a fait tous ses effets. Enfin, j'ai lu un magazine qui est formidable qui s'appelle SFX. Enfin, je suis abonné et j'ai lu dedans. Il y a des articles justement de La Forme de l'eau dans leurs 2 derniers numéros. Et quand tu vois les effets, les interviews justement des maquilleurs, du responsable des effets spéciaux, le travail accompli est formidable. Bien sûr, mais c'est vraiment, il a essayé justement de minimiser vraiment le numérique. C'est ce qu'a toujours fait Del Toro de toute façon dans ses autres films, dans Le Labyrinthe de Pan, même dans des films plus commerciaux comme Blade 2, il y a beaucoup de numérique, mais il a toujours essayé de trouver au maximum des effets mécaniques, etc. C'est un passionné de Ray Harryhausen et de tous ces maîtres-là, donc c'est un vrai passionné de l'histoire du cinéma aussi, du trucage, des effets spéciaux, etc. Et ça se ressent évidemment énormément dans le film. Donc voilà, je trouve que ça fait du bien. Je trouve qu'en fait tout ce qui est à la mode aujourd'hui, et souvent dans les gros blockbusters, que ce soit même les Marvel, les choses comme ça, il y a toujours une grosse dose soit de cynisme, soit de second degré, et qui je trouve un peu agaçant à la longue. Et ici, on a juste des sentiments vrais, je trouve, et avec un peu d'humour évidemment. Alors le personnage de Richard Jenkins aussi est hyper touchant. C'est son voisin de palier en gros qui est tout aussi seul qu'elle, et les deux vont s'entraider. Je sais pas, j'ai été tellement cloué par ce film. Alors, la difficulté quand même, c'était que le film, et c'est une grosse difficulté, c'est que le film a été quand même auréolé du Lion d'Or à Venise, quand même le premier film de genre récompensé dans un festival sérieux entre guillemets, en ayant la récompense suprême. Il y avait effectivement tous les critiques, il y avait une sorte d'unanimité jusque-là, donc c'était pas évident. En plus, on est plutôt fan quand même de Del Toro, mais se dire que le film, il avait pas le choix, il devait être bien. Donc c'est pas un film où on a une surprise comme ça et on prend une claque parce qu'on sert pas grand-chose. Voilà, donc on avait déjà quand même beaucoup d'éléments, et quand même il arrive à nous emporter, et je pense que ça donne encore plus de crédit, il me semble, au film. Voilà. Complètement. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas, il faut accepter le postulat de départ tout de suite. Alors, en fait, c'est un réflexe que j'ai. Je vais toujours lire en premier les mauvaises critiques d'abord, pour voir ce qu'on reproche au film. Et donc, tous les reproches qu'on peut faire, c'est l'aspect à la fois, évidemment, bon sentiment, un peu mièvre, on va dire, et l'aspect, pas irréaliste, mais l'aspect un peu saugrenu de la chose. Ce qui est complètement fou, c'est un conte. Voilà, c'est ça, il faut accepter ça comme un conte. Il est extrêmement stylisé, même les années 50. Ce qui est intéressant, c'est que les années 50 sont pas reproduites, elles sont fantasmées. Les couleurs sont saturées dans certains endroits. C'est une vision, c'est quelque chose de. On fait un gros coucou d'ailleurs à Jean-Pierre Jeunet quand même. Absolument, oui. Qui n'est pas content, il n'est pas content, mais en même temps... Oui, peut-être 2 secondes sur ces histoires de plagiat. C'est ridicule. Ça devient relou. C'est d'autant plus ridicule que Jeunet a admis lui-même après que la scène dont il parle avec la danse, etc., dont il pense que Del Toro s'est inspiré, que lui-même, il s'est inspiré d'un film de Laurel et Hardy à l'époque. Qui se sent morveux se mouche, hein, j'ai envie de dire. Oui, parfaitement. Surtout si le film n'est pas influencé par un autre film aujourd'hui. En plus, en tant qu'amoureux du cinéma, Del Toro n'a jamais, nié ou caché ses influences. Il les a toujours citées. Donc franchement, c'est pas de ça chez nous, hein, s'il vous plaît, hein, quand même. Hein. Merci, donc voilà, vous avez compris, une belle unanimité de La Forme de l'eau. Je ne demande pas de l'avis à Maxime, puisqu'on n'a pas le temps. Un chef-d'œuvre. Voilà, un chef-d'œuvre absolu qui est partagé par tous.
On enchaîne par un autre poids lourd du cinéma. Il s'agit du dernier Woody Allen. Et peut-être vraiment du dernier Woody Allen, pour le coup. C'est peut-être son dernier. Wonder Wheel. Si Julia, tu nous en parles tout de suite. Alors Wonder Wheel se passe à Coney Island dans les années 50. Coney Island, c'est un parc d'attractions à New York. Et c'est un véritable chassé-croisé entre 4 personnages. Le personnage principal, c'est Kate Winslet, Ginny, qui est une ancienne actrice, qui est maintenant serveuse et complètement désabusée. Elle est mariée à Humpty, qui est un ancien alcoolique, et elle va débuter une liaison avec Mickey, qui est un maître nageur, aspirant, écrivain, qui est joué par Justin Timberlake. Tout ce petit monde est chamboulé par l'arrivée de Carolina, qui est la fille de Humpty, qui a été mariée avec un ancien gangster et qui vient chercher refuge à Coney Island, parce que ce gangster veut maintenant la tuer. Alors bien sûr, Mickey va perdre l'intérêt qu'il a pour Ginny au profit de la belle Carolina, ce qui va rendre Kate Winslet, qui est Ginny, donc complètement désespérée. Donc là, ce film, on est dans un Woody Allen sombre. Les personnages sont désabusés. Ils rêvent tous d'une vie meilleure. Et puis, ils ont très peu de perspectives finalement, puisque le film, il y a très peu de scènes qui sont tournées en dehors de Coney Island. Et finalement, Coney Island, ça va être un décor piège pour les personnages. Alors, pendant le film, j'ai beaucoup pensé à une scène de Sur les quais de Elia Kazan. Dans cette scène, Marlon Brando va dire... J'aurais aimé être quelqu'un de meilleur, j'aurais aimé être quelqu'un de bien, et en fait, je suis qu'un tocard. Et finalement, ce film m'a fait penser à ça, puisque les personnages, et notamment le personnage de Justin Timberlake, va dire durant le film, mais en fait, je suis qu'un raté, et une épave. Et finalement, tous ces personnages épaves vont essayer de se rattacher à quelque chose qui est l'amour, le grand thème de l'émission. Sylvain, mon amour. Ils vont essayer d'exister au travers de relations amoureuses, mais elles aussi, elles vont pas fonctionner. Du coup, tous ces thèmes de la désillusion, du désir d'être aimé et du désespoir, ils se retrouvent souvent dans le théâtre de Tennessee Williams notamment. Et en fait, ce film, Wonder Wheel, c'est une pièce de théâtre filmée. On est souvent en intérieur, dans les appartements de Ginny. C'est souvent le cas aussi chez Woody Allen. Oui, voilà. mais là, ce que certains lui reprochent. C'est particulier. Certains lui reprochent. C'est très particulier. Encore Café Society, je trouvais Oui. beaucoup plus cinéma que théâtre. C'est vrai. Mais c'est quand même le cas, notamment son cinéma new-yorkais. Mais là, pour le coup, dans cet appartement, il fait penser à l'appartement où tout se passe dans Un tramway nommé Désir. Tout est délabré, tout est triste. La caméra est fixe, souvent on est en plan séquence. Et en fait, les acteurs sont comme des comédiens qui récitent leur texte. Et l'autre aspect très théâtral du film est la lumière. Et la lumière est incroyable. Le chef opérateur, c'est Vittorio Stararo, qui a été le chef opérateur sur Apocalypse Now, qui a eu un Oscar pour ça d'ailleurs. Oh, ça va, rien que ça, quoi. Voilà. Oui, oh là. Et Chef opérateur sur l'un des meilleurs films de tous les temps. Tout de suite, les gros. Après, je suis pas objectif, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs films de tous les temps. C'est pas ta chronique, Maxime. Et là, du coup, la lumière est très très bien traitée puisqu'elle va épouser les sentiments des acteurs. Et finalement, on se rend compte que la couleur va réagir au ressenti. Et par exemple, on va filmer Kate Winslet et elle va parler, elle va dire des choses. Et en fonction de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle entend, et ben la couleur réagit. Du coup, on va passer de la couleur bleue, jaune, verte assez rapidement. Du coup, c'est très intéressant, enfin, c'est étonnant et c'est d'une grande beauté aussi. Et le dernier aspect très théâtral, c'est les acteurs, évidemment, et notamment Kate Winslet, qui a un très grand rôle dans ce film, qui tient le film. C'est comme dans Blue Jasmine, c'était Cate Blanchett, qui avait eu l'Oscar aussi pour ce film-là de Woody Allen. Voilà, c'est un grand rôle qu'il lui donne. Donc on a un beau film, un beau casting, c'est du bon cinéma, mais j'ai pas été non plus très emballée. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir, puisque c'est très beau esthétiquement, la lumière, les décors, etc. Mais il marque pas non plus énormément comme un autre de ces films noirs comme Match Point ou voilà. Alors c'est étonnant parce que moi je n'ai vu que la bande-annonce, mais dès la bande-annonce on voit absolument ce dont tu parles, et notamment une Kate Winslet qui est une grande actrice, faut quand même le reconnaître, et qui crève déjà l'écran, rien que dans la bande-annonce. L'affiche donne des indices de ce dont tu as parlé au niveau des couleurs. Oui, c'est vrai. On voit une sorte de
comment ça dire, donne envie de d'aller vitrail, voir. Ouais. vitrail avec différentes couleurs, différentes teintes. Assez surprenant de voir James Belushi au casting d'ailleurs aussi dans Oui. un Woody Allen. Ça m'a fait un peu peur. J'ai l'impression qu'il est peut-être pas au niveau des autres, mais bon. En fait, c'est Kate Winslet qui tient tout, quoi. Elle crève. Ils sont bons. Juno Temple est Joe bien Temple, c'est une bonne aussi. actrice aussi. Mais tout passe par Kate Winslet, quoi. C'est La direction d'acteur, les filles sont excellents et les mecs sont totalement à la ramasse, ça sonne faux. Après, ce que je trouve intéressant dans Objectivement, sur ce- les chers amis. Hein. sur ce, Faut le sur dire ce- quand même. Faut bien que quelqu'un le dise. Comment hein. démonter Non, mais ce que j'ai trouvé intéressant sur Woody Allen, c'est qu'il essaie de tenter un truc avec justement presque, je dirais, une mise en abîme entre la fiction et l'histoire qui se passe Pile. sur l'écran. Mais j'ai trouvé que son Coney Island sonnait trop toc en fait pour fonctionner. Et c'est vraiment dommage parce que pour une fois que Woody Allen prenait un risque, j'avais vraiment envie de. Des de fois, le- de le- c'est vrai qu'il est un peu à la limite. Sur Café Society, il y avait certaines scènes où je me disais la même chose. Je sais plus, c'est à Los Angeles, je crois, Café Oui. Society, si je dis pas de bêtises. Mhm. Son Los Angeles des années 50, des fois faisait un peu toc aussi. Mais est-ce que c'est pas. Est-ce qu'il se dit, voilà, il se concentre pas plus sur d'autres choses, entre guillemets? Est-ce que Non. c'est pas plus factuel dans son cinéma, j'ai Bien envie sûr, de dire, bien sûr. Bien cet sûr, bien aspect-là, sûr. je pense. C'est son côté Sauver- théâtre. Oui, Sauver Nathalie. Café Society, c'était l'humour un petit peu grinçant qu'il y avait derrière, Oui. alors qu'on ne le retrouve pas du tout dans ce film-là. Ah non, là, c'est noir. ouais. Oui, oui, là Là, c'est. c'est très très noir. c'est noir, Il y a- c'est il y a noir. rien. Sauf le Bon, petit si, pyromane. effectivement. L'enfant de Ginny, qui brûle tout. Lui, Voilà. il est rigolo, mais bon, c'est Ouais. Oui, il anecdotique, n'est quoi. pas assez présent genre, Ouais, à l'écran. C'est ça. Absolument. Merci beaucoup pour cette chronique. Je tiens à signaler quand même qu'il n'y a pas grand monde qui cite Elia Kazan et sur les quais, quand même, dans Cinéma Mon Amour. je donc savais bravo, bien quand même. je savais que ça allait Ça te me fait faire plaisir. réagir. Bah, ça c'est- c'est envoyé à tout le monde, tous les autres chroniqueurs dans la gueule. Ah, bim. C'est à toi, Luc, Lady Bird. Merci beaucoup. Alors Lady Bird, il s'agit d'un premier film réalisé par Greta Gerwig, un premier film en tant que réalisatrice, mais pas le premier film en tant qu'actrice, puisqu'elle a déjà une belle carrière derrière elle. C'est pas le premier film en tant que réalisatrice de Gerwig. Elle avait déjà fait. Non, elle un- a co-réalisé, on peut dire que c'est le Oui. premier. Tu ne sois pas chipoté, s'il te plaît. Si, si, je suppose, c'est Maxime. Maxime Maxime. commence pas. Il va me déconcentrer, c'est génial. Non mais c'est de bonne guerre. Oui, donc elle a une belle carrière, notamment dans le cinéma indépendant américain, qui a connu un renouveau il y a une dizaine d'années, notamment avec le cinéma de Noah Baumbach, un cinéma d'ailleurs très inspiré de Woody Allen, cinéma, on va dire, d'influence new-yorkaise. Et dans Lady Bird, elle décide de raconter, elle s'éloigne totalement de ce cinéma indépendant. Elle décide de raconter l'histoire d'une jeune femme en dernière année de high school, équivalent de notre lycée, qui rêve d'ailleurs, qui rêve de s'éloigner de sa mère. C'est une fille qui cherche d'abord à s'extraire de son milieu. L'intérêt, je trouve, c'est que quelque part en tout point, le film ressemble un peu à un teen movie classique. On retrouve beaucoup de situations déjà vues dans d'autres films. La meilleure amie qu'on délaisse au profit d'une autre, etc. Beaucoup de situations qu'on a déjà vues, mais l'intérêt du film, c'est la simplicité du propos. Il n'y a pas d'effet de cinéma superflu, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas un langage cinématographique particulier. Pour moi, c'est un peu sans sucre ajouté. Moi, personnellement, je suis sensible à ça. J'aime pas trop qu'on me prenne par la main en disant tiens, voilà, c'est maintenant où il faut pleurer, c'est maintenant où il faut rire, où il faut s'émouvoir. Voilà. Et je trouve qu'il y a une certaine liberté et de fraîcheur, on va dire, plus que de liberté, de sincérité dans le propos de la réalisatrice, notamment dans cette relation entre cette mère, entre cette fille et sa mère. Une relation conflictuelle mais intense. Cette fille qui a la conviction que sa vie ne se fera pas à Sacramento, mais elle se fera à New York au milieu d'un bouillonnement intellectuel. Pour autant, la réalisatrice ne cherche pas à intellectualiser les relations humaines. Pour l'anecdote, Greta Gerwig, qui est un peu fantasque, quand même, et un peu excentrique, comme son personnage, elle se défend d'avoir raconté sa propre histoire, ce qui est un peu complètement fou, parce que, alors que son histoire ressemble en tout point à celle de Lady Bird. Lady Bird, c'est le surnom qu'elle se donne, cette fille, dans
et tout le monde l'appelait Lady Bird. Alors Greta Gerwig, elle a absolument le même parcours. Elle a vécu à Sacramento, elle a fait du théâtre, elle est partie à New York, patati patata, et elle se défend d'avoir raconté sa propre histoire. Voilà, je pense que ça fait partie de ses particularités, Moi, j'aime beaucoup en tout cas Greta Gerwig en tant que réalisatrice. Moi, depuis Greenberg que je l'avais découverte, Frances Ha, tout ça. Des fois, ça surjoue un petit peu dans certains films. Il faut dire qu'elle a aussi, dans certaines grosses productions, elle a joué des seconds rôles. On l'a vu dans Jackie, notamment, de Pablo Larraín. Voilà, sans doute dans d'autres. Je pense qu'on a un petit... Pardon ? Sex Friend. D'accord, ok, mais je te fais confiance. C'était pas la peine, Nathalie. C'était pas la peine. Je confirme. Malheureusement, je confirme. Il y a Voilà, Nathalie voilà. Portman dans le film, excusez-moi. Ah oui, comme dans Jackie, d'ailleurs. J'essaye de te sauver, Nathalie. Non, je suis une cause perdue, mon pauvre. Ouais, non, mais il y a 15 ans, et puis il y a Sex Friends, donc tu vois, ça fait... Oui, c'est ça. Tu comprends, Ça c'est fait le grand compliqué, écart. là, tu vois, on avait gagné des auditeurs pendant fut un temps, grâce à Julia, et il vient tout s'effondre. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Alors, je trouve qu'on l'a un petit peu J'ai survendu. pas aimé. Oui, Oui, moi alors non plus. on a J'ai détesté. on a un petit peu survendu le film. Moi, je comprends pas comment on peut avoir l'intérêt pour le Lady Bird. Je l'ai trouvé aussi Merci. creux qu'un épisode de Dawson. Oh non. Les dialogues sont hyper verbeux, les personnages sont mal écrits. Il y a que la relation entre la mère et la fille qui fonctionne à peu près correctement, et c'est monté par un singe cocaïnomane. Donc, Non, tu il y a t'exagères, tu dis pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de plans de moins Si de 2 j'étais à la secondes. technique, je Je te suis couperais le désolé. micro. Il y a beaucoup de plans de moins de 2 secondes. Non, j'ai vraiment pas aimé. J'aurais aimé aimer ce film, mais j'ai trouvé que la bande-annonce justement donnait un petit côté trash qui n'était même pas présent dans le film. Donc, Oui, c'est vrai, c'est une fausse piste. Alors moi, j'ai pas trouvé. Alors, peut-être je vais demander à Julia comment se prononce le nom de cette actrice, visiblement qu'on écorche à chaque fois. Est-ce que tu connais le nom de cette actrice? Est-ce que tu peux nous prononcer son nom? Qui joue Lady Bird? Ouais. Non, je sais pas comment. Tu connais Maxime? Ouais, Saoirse Ronan. mais il faut pas demander à Sorci- Maxime. Sorci- Saoirse Ronan. Swarz. Swartz Saoirse Ah non, Ronan. je sais pas. Swarz. Non, ça, Soyarz. Ça- C'est Sarrois. Saoirse. Oh là 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 là. Bon, Bon, voilà. c'est pas grave, on va Bon, en tout s'arrêter cas, là, je on pense. s'excuse. On vient de mettre 1 euro de plus dans la tirelire. Chacun. Et voilà. Ça fait un bon gueuleton à la fin de la saison. Alors vous êtes toujours sur Radioactive 100 FM si vous avez le courage de nous écouter sur Cinéma Mon Amour, l'émission donc qui parle du nez et de cinéma. Et pardon. Et Antonia pour. On va parler Voilà. d'Antonia. Tonia, Maxime, je sens que c'est pour toi, Tonia. Non, c'est pour Nathalie. Non. C'est pour moi. Ah oui, c'est vrai, on a changé. Nathalie, comment vas-tu depuis Bah, tout à l'heure? écoute, moi, je ne parle pas du nez. Absolument, mais tu Alors. parles du téléphone. Alors, je vais vous parler de Moi, Tonia. On va se retrouver en 1994, donc milieu sportif, et bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique, promise un brillant avenir, est sauvagement attaquée à la sortie de son entraînement de patinoire pour les JO de Lillehammer. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution cette agression. Alors en fait, le film va nous expliquer façon un petit peu documentaire qui est Tonya Harding. Nous sommes bien après l'agression de Nancy Kerrigan. On va venir interviewer Tonya et on va revenir à ses débuts. On va nous expliquer qui elle est et on va revenir vraiment aux origines. On va la retrouver donc à peine 3 ans sur des patins avec sa mère dans une patinoire qui va se taper l'incruste à un cours, parce que sa mère est aussi un personnage assez haut en couleur. Et en fait, le film va procéder de façon assez documentaire et elle va nous expliquer un petit peu qui elle est à travers des séances, on va dire, interviewées et des séances, on va dire, filmées, qui va nous permettre, grâce à ce film, de décortiquer qui est vraiment Tonya Harding. Parce que avant cette agression, il est vrai que ces 2 patineuses, alors moi j'avais à l'époque 19 ans, 20 ans, on avait la Nancy Kerrigan que tout le monde adorait et Tonya Harding que personne aimait et que en plus les juges n'aimaient pas. Et en fait, on va nous expliquer d'où elle vient et tout ce qu'elle a surmonté pour arriver au niveau, ça va être la première femme à réussir un triple loops.
Donc c'est une figure où on fait 3 tours et demi en l'air. C'est quand même assez difficile et elle va le faire malgré sa famille et les gens qui vont l'accompagner. Donc on va la voir avec sa relation par rapport à sa mère, interprétée par Allison Janeway, qui est absolument merveilleuse, mais absolument terrifiante dans le film. Son mari, et en fait, tous ceux qui l'entourent. Et en fait, on va se rendre compte que cette femme, cette jeune femme, a des difficultés relationnelles avec tout le monde. Et tout ça, bien évidemment, est dû à la mère, je pense. Ce film, pour moi, déborde d'énergie. Sa mise en scène est très hachée, très rapide, et ce qui donne beaucoup de rythme. Je l'ai trouvé très drôle. Je l'ai trouvé par moments un peu trash et totalement politiquement incorrect. Mais par moments, j'ai été submergée par l'émotion, par cette histoire. Le casting est une perfection. Je parlais tout à l'heure de Allison Janeway, qui est une mère absolument épouvantable, mais qu'elle incarne vraiment, parfaitement à l'écran. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que par moments, on va avoir des images d'archives. Et en fait, la ressemblance est absolument terrifiante, on va dire. Sébastien Stan va interpréter le petit ami et futur mari. Il est absolument impeccable. Et que dire de Margot Robbie qui va apporter en fait à son personnage énormément d'humanité et elle va nous amener beaucoup d'émotions. Et elle va nous faire découvrir un personnage que les médias américains à l'époque ne nous ont jamais montré. Ce que j'ai aimé aussi dans ce film, c'est la musique qui est d'une envolée, qui accompagne magnifiquement le film. Et moi, j'ai envie de dire, bon, à première vue, je suis abonnée aux films sportifs parce que à chaque fois, c'est moi qui les vois tous. Et j'ai envie de dire d'aller voir le film parce que le personnage qui est Tonya Harding est absolument... je pense que si on avait dû inventer une histoire, on n'aurait pas pu aller aussi près de la réalité. On aurait dit c'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment une histoire vraie et c'est une histoire émouvante. Donc voilà, Ouais. allez Ouais. le voir, il est vraiment bien. Si vous n'allez pas le voir pour vous, voyez-le au moins pour Nathalie. Non, le film est intéressant. Non, le film est bien et je crois que Maxime l'a vu et il pourra pas nous en dire parce qu'il va enchaîner sur une autre chronique. Dommage, Maxime. Mais Non, je mais pense je qu'il confirme. voilà, Je il confirme. Il confirme, voilà. Donc vous avez la confirmation de Maxime. Allez le voir. Ça s'appelle Moi Tonya ou I Tonya. C'est pareil. Voilà. Jingle. Oui. Maxime, tu vas nous parler d'un film que j'ai vu. Oui. Tu m'as conseillé 2 films. Un que j'ai détesté et je t'ai détesté. Et un que j'ai adoré et... Tu m'as ça- adoré. On va pas aller jusqu'à là, mais j'ai changé d'avis sur toi. Voilà. Alors, donc, Brice Guibert. Non. Ah. Non. Non. Et non, c'est pas ça. Vous Vas-y, devriez reprends. faire un jingle spécial, je pense. On pour- reprend, vas-y, pour on toutes les reprend bourdes à de 3. Maxime sur les... Briggs. 1, 2, toi. Briggs Guibert. Voilà, c'est bien. On est bien. Donc, je vais dire ce film pour aller plus vite, pour pas me faire prendre tous les 3 secondes. Donc, j'ai vu ce film durant le festival de Cannes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu tapes 8 jours de festival à raison de 4 films par jour et que tu sors d'un long, dur et âpre film comme Une femme douce de Sergei Lonitsa, tu n'as pas forcément envie d'aller faire la gigue. Donc, forcément, tu essaies de te rattraper sur des propositions de cinéma, on va dire, un peu plus légères, on va dire. Et j'avais dire. vu sur la plaquette de la semaine de la critique un film qui s'appelait donc Brice Guibert. Oh merde. Et il m'avait attiré pour 3 choses. Donc déjà, le fait que le patron de la semaine de la critique, Charles Terson, disait que c'était un film à la fois tendre et drôle sur les mésaventures d'un adolescent ayant grandi dans une bulle de cinéma. Que c'était accompagné d'une petite photo où on voyait un homme en costume d'ours qui discute avec une femme à couette sur fond de décor cheap. Et sur la fiche technique, il était indiqué que le film était écrit, interprété par Kai Mooney et réalisé par David Macquarie, qui sont respectivement la tête d'affiche du Saturday Night Live et le réalisateur de l'émission. Qu'il était en plus produit par le comique Andy Samberg, donc leader des Lonely Island, boys band parodie connu notamment pour des titres aussi délicats que My Dick in the Box et Jizz in My Pen. Et il y avait un casting J'espère que vous autour comprenez de l'anglais. il fallait le formidable mettre. avec Mark Fallait le Hamill, passer. Greg Kinnear et Claire Dance.
Donc là, j'ai dit banco, j'y suis allé, C'est et des banco 2 heures de queue plus tard, je me retrouve devant ce film que j'ai trouvé absolument sublime. C'est un film qui transpire sur chacune de ses images un amour inconditionnel pour le 7e art tout en ayant un aspect très feel good. Ce film, c'est une petite pilule de bonheur et d'espoir qui donne envie quand on sort d'aller acheter un réflexe, un logiciel de montage, de prendre sa bande de copains sous le bras et d'accomplir tous ses rêves de cinéma. On a envie de faire un bisou sur son nounours aussi. Et je trouve ça dommage qu'un distributeur n'ait pas su le marketer comme il fallait et qu'il se retrouve radioactif quand même. et qui se retrouve disponible sur 3 plateformes VOD à 4 € minimum la location. Pour autant, je dois avouer que oui, l'histoire est pas facile à résumer, car les 10 premières minutes vont mettre une situation en place avant qu'un twist la remette en cause. Et la bande-annonce présente un condensé de ces 10 premières minutes et ça laisse penser que le film est une sorte de parodie un poil barré d'un film d'anticipation post-apocalyptique. Mais c'est en gros l'histoire d'un jeune homme qui va être coupé du monde extérieur par ses parents pour le préserver d'un soi-disant danger et qui, à cause d'un événement imprévu, va se retrouver à affronter le monde extérieur. Donc, pour retrouver quelques repères dans ce nouveau monde, il va vouloir recréer le héros de sa série télé préférée qui a bercé son enfance et lui donner une fin à ses aventures. Je vous rassure encore une fois, ce film n'est pas un film de genre obscur, c'est une sorte de teen movie qui croiserait la route de Soyez sympa Rambobinet de Gondry, avec un petit truc en plus que je vous laisse volontiers découvrir. C'est à la fois drôle et émouvant, la photographie est sublime, les acteurs sont tous excellents et la réalisation est de bonne facture. Si je devais être peut-être un poil objectif, je dirais qu'il y a quelques petites facilités d'écriture et quelques personnages un poil sous-écrits. Mais ça reste vraiment du très bon et c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas sorti en salle et je vous invite à le découvrir dès maintenant car le film vaut vraiment le détour. Et il ne faut pas qu'il tombe dans l'oubli. Voilà. En VOD alors, hein. Pas en streaming illégal. Oui, en VOD. Ça se trouve en VOD sur TF1, sur MyTF1 j'ai vu. Non, le moins cher c'est Canal Play 4 €. Exactement, MyTF1 c'est est vrai, à 6 €. Tu as raison. Et sur Apple aussi. Oui, absolument, je valide cette chronique. Et donc, si vous voulez vraiment passer un bon moment, un joli feel-good movie, allez découvrir Brixby Bear. Oh là là, j'en bafouille. Alors, il faut absolument qu'on enchaîne sur un dernier magnifique film qui s'appelle Call Me By Your Name. Je peux dire un truc là pour Call Me By Your Name ou pas? Non. Ah ben, il y a Julia qui va faire la chronique, mais... Après la chronique de Julia, s'il reste 2 secondes. S'il reste du temps. Vas-y, Julia. Alors, Call Me By Your Name, c'est le dernier film de l'italien Luca Guadagnino qui avait réalisé A Bigger Splash, qui était l'adaptation de La Piscine, dans lequel des couples en vacances s'aimaient, se haïssaient, tout ça, plein de sensualité et plein de désir. Si je dis ça, c'est parce que Call Me By Your Name, c'est aussi plein de sensualité et plein de désir. Ça se passe en Italie, en été 1983. Elio est le fils d'une famille d'intellectuels qui reçoit Oliver, un chercheur américain, pour passer une partie des vacances avec eux. Évidemment, Elio et Oliver vont tomber amoureux. Alors j'ai eu une crainte, la même que Nathalie je crois, devant la perfection apparente du film. Non, vous êtes trompé devant la perfection apparente des acteurs. Non, mais tout ça... Non. Moi je connais Nathalie quand même, ça fait un moment que je fais l'émission. Toute l'après-midi, j'ai eu des messages en disant elle est en train de brûler. Amy Hammer est beau dans son petit short vert. Amy Hammer est beau tout nu. Voilà, il faut le dire. Parce que, encore dans Wonder Wheel, tout le monde est raté, mais alors là, dans ce film, tout le monde est beau, tout le monde est cultivé, tout le monde est intelligent. Et je me suis dit, on va s'ennuyer. Un peu comme dans cette émission. Ces gens sont morts, ils sont au paradis. Et finalement, non, c'est de la séduction pure. Et en fait, on est séduit par le film de la même manière que les personnages vont se séduire entre eux. C'est pas juste une histoire d'amour homosexuel, c'est une histoire sur l'éveil du désir. Chez le jeune Elio qui a 17 ans, on se place de son point de vue et du point de vue de ses sensations. Il est bouleversé par l'arrivée d'Oliver et la première partie du film, ça va être une partie finalement basée sur les non-dits. Il y a peu de dialogue parce que c'est politiquement incorrect de se dire à cette époque-là entre deux hommes qu'on se plaît. Du coup, s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a des corps au cinéma et les corps vont s'exprimer dans un espèce de dialogue corporel amoureux très intéressant. Il va y avoir beaucoup de jeux de regard, de silence et la musique va jouer un rôle aussi très important, notamment dans plusieurs scènes clés. Où les acteurs dansent, se rapprochent, s'éloignent au rythme de la musique. Bref, on ne dit pas qu'on se plaît, mais on s'attire et ça se voit. Puis finalement, les vacances vont continuer, la parole va se délier, les corps vont se rapprocher, les non-dits vont se briser, mais jamais totalement, puisqu'il est difficile pour les deux personnages de comprendre ce qui leur arrive et d'accepter leurs sentiments.
Le film est un vrai bijou, notamment avec la musique, mais aussi avec les acteurs. Le jeune qui joue Elio, c'est Timothée Chalamet. Il a 22 ans, il est déjà nommé aux Oscars dans le catégorie meilleur acteur. Il joue dans Lady Bird. Il est dans Lady Bird aussi, il est remarquable. C'est un franco-américain. Du coup, ce film va nous faire vivre ou revivre l'effervescence de notre jeunesse, la sensualité de nos étés adolescents et la force de nos premiers amours. Alors, je vous conseille d'y aller, vraiment. Non, pas de commentaire, juste une Non, recommandation je trouvais ça rapidement pour prétentieux et dire. pas bon. D'accord. Juste une recommandation rapidement pour Juste pour dire il y a un documentaire qui est atypique, j'en parlerai sur la page Facebook, qui s'appelle Ni juge ni soumise, qui passe au Ah Royal oui, oui. et il faut absolument aller le voir. Voilà. Oui. Allez. Voilà. Il passera dans d'autres cinémas aussi. Hein. Aussi, Aussi, ouais, au Pradé à la Voilà, Valette. après la Valette. On finit sur Call Me By Your Name, malgré l'interjection de Nathalie, votre honneur. Allez le voir, c'est quand même. Et il y a un générique de fin magnifique. Voilà, donc allez, Le restez plus jusqu'à beau la que fin. j'ai vu, Voilà, je pense que Nathalie, elle pas rester jusqu'à la fin. Ça c'est sûr. Si, je suis restée jusqu'à la main, il y avait Pour voir Armie- l'acteur. Armie. Armie en short. Je crois qu'il y a le C'est bon, bêtisier ça de Armie se Hammer raconte, ça. à poil. Voilà. Il paraît qu'il y a juste une anecdote, mais il paraît que c'est vrai, ils ont été obligés d'effacer numériquement les parties génitales du monsieur qui dépassaient de son short. Il paraît que c'est vrai. C'est ça, je l'ai Ah, vu. et non, c'est Ah, ça que t'as c'est pas ce que j'ai entendu supporté. hier. C'est ça que t'as pas supporté. Voilà, dis-le. Il est l'heure de vous quitter. Voilà, et de vous dire et de vous proposer de se retrouver la prochaine fois dans 2 semaines, sans doute. Voilà, on était très contents de passer ce moment avec vous. Allez à Toulon tout court, c'est ça? C'est Voilà. ça, oui. Le Et sur 16 notre page Facebook aussi. Et sur la page Facebook. Voilà, nous on se retrouve dans 2 semaines. Et puis un grand merci à tous. Ciao, ciao.